Bienvenue dans le débat, notre espace d'échange intellectuel et d'analyse. Aujourd'hui, on va simuler une épreuve de production orale du DALF C1, donc un format entretien très dynamique. Tout à fait. Et le sujet du jour est, en fait, fascinant. Absolument fascinant. Écoutez ça. En 2019, la ville de Venise a accueilli près de 30 millions de visiteurs. Oui, 30 millions, c'est énorme. C'est gigantesque. Et pourtant, au même moment, sa population locale est tombée à son niveau le plus bas depuis les années 50. Elle a franchi la barre critique des 50 000 habitants. C'est le paradoxe absolu de notre époque, en fait. L'endroit le plus désiré au monde se vide littéralement de ceux qui en font l'âme. Exactement. Et c'est la question centrale que nous allons explorer aujourd'hui. Le tourisme de masse, est-ce que c'est inévitablement une menace destructrice pour les territoires d'accueil ou, et c'est ce que je vais défendre, est-ce que ça peut être un véritable moteur de développement inclusif? Et de mon côté, je jouerai le rôle du candidat ou du dissident, si vous préférez. Je soutiendrai la thèse opposée. Je suis convaincu que le tourisme mondialisé actuel engendre une surconsommation destructrice, creuse les inégalités et mène à une folklorisation des identités locales. Un positionnement très fort. Mais avant de plonger dans nos arguments, un petit mot pour nos auditeurs. Dites-nous dans les commentaires quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors de l'apprentissage du français. Est-ce que c'est la compréhension orale, l'utilisation des connecteurs logiques? Ouais, on lit tous vos retours. Et d'ailleurs, si vous souhaitez obtenir le PDF gratuit contenant la transcription intégrale de notre échange pour réviser, demandez-le nous dans les commentaires et nous vous l'enverrons avec grand plaisir. Voilà, c'est dit. Alors, pour entamer notre analyse, je propose de regarder les dynamiques macroéconomiques. Il me semble que condamner le tourisme dans son ensemble, c'est ignorer son rôle de tremplin économique en fait. Un tremplin. C'est un grand mot, je trouve, hein. Mais si, regardez les données de notre document source. Le tourisme surpasse souvent l'industrie ou l'agriculture en termes d'apport en devises. Regardons le développement des infrastructures, l'aéroport de Dubaï par exemple. Mhm. Son expansion n'a pas seulement servi à acheminer des vacanciers occidentaux, elle a financé un hub logistique qui a catalysé le commerce global pour toute la région. Sur le papier, mais avez-vous envisagé la réalité des flux financiers derrière ces infrastructures? Je conteste vraiment la nature de cette prétendue manne financière. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il faut analyser le taux de fuite des capitaux. Je l'aborde d'une autre manière. La prétendue manne financière cache une dette écologique et sociale insoutenable. Je compare souvent le tourisme de masse à une industrie d'extraction. Une industrie d'extraction, comme l'exploitation minière, c'est fort. Mais c'est exactement ça. Prenez un visiteur qui réserve un séjour tout compris pour Cancun, au Mexique, depuis Paris. La transaction bancaire, elle se fait où? En Europe. Oui, certes, la réservation se fait en Europe. La compagnie aérienne est occidentale. La chaîne hôtelière est souvent une multinationale dont les profits partent dans des paradis fiscaux. Même la nourriture des buffets est importée. Que reste-t-il à l'économie mexicaine, au final? Il reste des emplois justement. Des emplois précaires, le salaire minimum versé au personnel de ménage. On n'exporte pas la richesse, on extrait la valeur paysagère et culturelle pour rapatrier les dividendes au nord. Je comprends pourquoi vous pensez cela, mais permettez-moi de vous offrir une perspective différente. Vous minimisez l'impact de ce salaire minimum dans des régions où l'alternative, c'est l'agriculture de subsistance. L'alternative n'excuse pas l'exploitation. Mais ce n'est pas que de l'exploitation. Il y a un effet multiplicateur. Le serveur ou la femme de chambre va dépenser ce salaire dans l'économie locale. Et tout un écosystème de petites entreprises se développe autour. Artisans, guides, restaurateurs. N'est-ce pas un mal nécessaire pour amorcer le développement? Je suis navrée, mais je ne suis pas convaincue du tout. Surtout que cette ligne de raisonnement occulte totalement le coût écologique. Le coût écologique? Oui, ce développement, c'est une liquidation du capital naturel. Et d'ailleurs, je fais une petite pause ici. Si vous trouvez cette analyse pointue et utile pour votre préparation au DALF, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager ce contenu. C'est super important pour nous. Très juste. Revenons au coût écologique. Vous parliez de Cancun. Exactement. Les complexes hôteliers de Cancun assèchent littéralement le territoire. Un touriste dans un hôtel de luxe, avec les piscines, les terrains de golf, ça consomme jusqu'à 800 litres d'eau par jour. 800 litres. C'est 10 à 15 fois la consommation d'un habitant local. Voilà, force est de constater que c'est insoutenable. Les nappes phréatiques sont vidées. Comment parler de justice sociale ou d'effet multiplicateur quand les infrastructures privatisent l'eau potable et laissent les locaux avec des robinets à sec?
Je vous l'accorde, les dérives de Cancun sont indéniables. Mais il serait réducteur de penser que c'est une fatalité inhérente au tourisme. Le document montre que la prise de conscience existe. Ah oui? Où ça? Au Costa Rica, par exemple. C'est le pionnier mondial de l'écotourisme. Ils ont prouvé qu'on peut allier protection de la biodiversité et tourisme. Hmm. Par la régulation étatique, des certifications environnementales strictes, l'obligation de recycler l'eau et 25% du territoire national protégé. Sans le tourisme, ces forêts auraient été rasées. Le modèle costaricien est louable, certes. Mais posez-vous la question de l'échelle. L'échelle? L'écotourisme reste une niche. Sur les 1,5 milliard de voyageurs internationaux annuels, ça représente quoi? C'est pour une classe moyenne supérieure qui paye pour avoir la conscience tranquille dans des écologes. C'est peut-être le début d'une transition plus globale. Non, parce que l'empreinte écologique des infrastructures de masse dicte la norme. Le modèle global cherche le volume. On ne peut pas appliquer le modèle des réserves costariciennes aux millions de personnes en Méditerranée. Et n'oublions pas l'empreinte carbone du vol pour aller au Costa Rica. Bon, le défi du volume est monumental, je vous le concède. Mais on pourrait arguer que le tourisme a un autre rôle de préservation, au niveau culturel. C'est-à-dire, Eh bien, sans ces financements, certains patrimoines disparaîtraient. Regardez la Bolivie. Le tourisme communautaire aide les communautés indigènes à valoriser leurs coutumes ancestrales. Ça leur donne un incitatif économique direct pour préserver leur culture face à la mondialisation. c'est un argument convaincant de prime abord. Mais avez-vous envisagé le concept de folklorisation? La folklorisation, vous voulez dire la mise en scène? Exactement. Le paradoxe de l'authenticité. Le touriste paie pour voir de l'authentique, mais le fait même de payer transforme cette authenticité en marchandise. Mais les locaux choisissent de partager leur culture. Ils adaptent leur culture à leur kyste. En Asie du Sud-Est, des cérémonies religieuses millénaires sont raccourcies ou reprogrammées pour s'adapter aux horaires des quarts de touristes. Le sacré devient un spectacle, une simple performance chorégraphiée. C'est vrai que c'est un risque. Et je pose la question à nos auditeurs. Avez-vous déjà observé cette folklorisation lors de vos voyages? Avez-vous ressenti ce malaise? Partagez vos expériences ci-dessous, ça nous intéresse. Oui, parce que ça crée un profond mal-être chez les habitants. Ils finissent par jouer une caricature de leur propre identité. Mais attendez, n'est-ce pas plutôt un échec des gouvernements à réguler les flux touristiques? Il serait réducteur de blâmer l'industrie du voyage seule. Ne doivent-ils pas investir les recettes dans les services publics? Les gouvernements ont une part de responsabilité, bien sûr. Mais regardez Barcelone. C'est l'exemple parfait de l'échec face à la technologie et aux plateformes de location de courte durée. Ah, Airbnb et la flambée de l'immobilier. Absolument. Un propriétaire gagne en 5 nuits ce qu'un local paierait en un mois. La conséquence, les baux ne sont pas renouvelés, les résidents sont chassés de leur propre quartier. C'est une gentrification violente. Je comprends. C'est ce qui crée la fameuse tourismophobie, n'est-ce pas? Le ressentiment direct envers les visiteurs d'étrangers. C'est ça, le tissu social est détruit. Mais là encore, des villes réagissent. Amsterdam ou Paris ont mis en place des quotas stricts sur les nuitées et les amendes lourdes. La cohabitation est possible. Et l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, fait des campagnes pour éduquer les voyageurs. Je n'y souscris pas du tout. L'éducation des voyageurs par l'OMT, c'est faire reposer la charge sur le consommateur. On demande aux touristes de prendre des douches courtes pendant qu'on construit des navires de croisière de 6000 passagers. La responsabilité incombe à une refonte de l'État, pas juste aux touristes. D'accord, je vois que nous touchons au nœud du problème. Et il est temps de résumer nos positions. Pour ma part, je réaffirme que, certes, le tourisme de masse présente des défauts structurels majeurs, mais il demeure un outil macroéconomique vital. Un outil qu'il faut réformer selon vous. Absolument. Il faut le réformer plutôt que de le supprimer, en s'inspirant des modèles participatifs boliviens ou écologiques comme au Costa Rica. Et de mon côté, je maintiens que néanmoins, sans une refonte radicale du modèle de redistribution, comme on le voit avec la crise à Barcelone ou Cancun, le tourisme restera une menace systémique pour l'intégrité culturelle et écologique. Mais, à la lumière du document, je crois que nous convergeons sur un point fondamental. La nécessité absolue d'une transition vers un tourisme durable. Oui, reposant sur l'éducation, certes, mais surtout sur la responsabilisation des acteurs locaux, via des réserves communautaires par exemple. Tout à fait. Il n'y a pas de vainqueur facile aujourd'hui. La complexité du sujet exige d'embrasser ces multiples perspectives pour comprendre le voyage moderne. Absolument. Et si cet échange vous a aidé à enrichir votre vocabulaire et vos arguments, abonnez-vous et partagez ce contenu avec d'autres apprenants. N'oubliez pas de réclamer votre PDF dans les commentaires.
C'est le moment de se quitter. Merci pour votre écoute attentive et vos futurs commentaires. À très bientôt dans d'autres épisodes pour de nouvelles réflexions.